Chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Virginie Foutel qui accompagne plusieurs de nos voyages en Italie et qui vous propose un cycle de conférences qu'elle va débuter très bientôt sur la Renaissance. Bonjour Virginie, pouvez-vous nous dire un petit peu quel a été votre parcours pour devenir guide conférencier? Des études littéraires avec les classes prépa qui vont avec. Et puis, dès le début, j'ai donc eu envie de suivre des cours d'art à l'école du Louvre, pour commencer, parce que c'était un peu la filière, je dirais, un peu classique. Et puis très tôt, j'ai vu que c'était très muséologique. Et j'avais envie de rentrer plus dans l'histoire des pays, dans la connaissance, l'art comme vitrine, en fait, de l'histoire. Et j'ai suivi un parcours en même temps, un parcours parallèle à la Sorbonne, à l'Institut d'art. Et puis, j'ai été aussi intéressée pour aller suivre une formation à Rome, une formation d'art sacré et en même temps une formation concernant l'art baroque. Je faisais visiter des groupes francophones, c'est le principe qui existe toujours en fait, avec Rencontres romaines. Donc j'étais sur place, j'étais entre guillemets logée, nourrie, blanchie, et pendant 2 mois, 1 mois, ça dépendait, plusieurs fois, j'ai fait ça pour plusieurs années, en même temps que mes études, je faisais visiter les monuments. Et ça m'a vraiment donné envie de partager ce que je connaissais, ce que j'aimais, de manière à ce que les gens le découvrent autrement que simplement avec un guide vert dans les mains, quoi. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, donc j'ai continué à travailler en parallèle, ponctuellement, sur des sites. Et puis à la naissance de ma fille, 2e enfant, je me suis dit non, là, raisonnablement, il faut que je m'interrompe. J'ai eu envie de donner des cours ponctuellement, des conférences, dans les UTL. Grand-mère maintenant, j'ai plus d'oiseaux dans mon nid, donc je suis repartie de plus belle. Ça va faire à peu près 7-8 ans que je donne régulièrement, de façon hebdomadaire, des cours d'histoire de l'art. Alors voilà, le thème les Renaissances, c'est vrai que j'apporte de l'importance à cette différence. On dit la Renaissance et je comprends bien ce que c'est la Renaissance, c'est une période de toute façon qui englobe l'Italie. Et encore, on pourrait presque parler de Renaissance flamande. Donc bien évidemment, c'est vraiment une période, c'est quelque chose de très large. Mais j'aime bien l'idée de les Renaissances parce qu'il y a une chronologie dans la Renaissance. Il y a une chronologie et qui se fait par étapes. Et la Renaissance florentine n'est pas du tout la même, ou en tout cas n'est pas la même, que la Renaissance romaine. Les influences ne sont pas forcément les mêmes, quoique, il y a quand même un point commun, mais par contre les artistes ne seront bien sûr pas les mêmes, puisqu'on va avancer d'un siècle sur un autre siècle. Les sources d'influence, les artistes, tout ça fait que on a malgré tout un art qui est un art somme toute assez différent, même si le point de rencontre, le point de cohésion entre ces différents styles, c'est l'humanisme, la recherche d'un esthétique, d'un humanisme et d'une façon de concevoir la vie en rupture avec tout ce qui pouvait être une vision plus médiévale, plus gothique, naturellement. Et l'Italie a été la porte ouverte, bien sûr, à toute cette festivité. Alors, naturellement, partie en grande partie déjà de Florence, mais qui va naturellement s'étoffer aussi à Rome. Et puis, on va avoir en 1527 le sac de Rome, qui va être un coup de poignard, je dirais, dans le ventre de la ville. En fait, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent qui va nécessiter une remise en question aussi de cet humanisme, de cet art un petit peu festif et qui progressivement, au cours du XVIe et surtout du XVIIe, va donner lieu à un autre art qui va évoluer tout doucement. Et puis on va avoir le Concile de Trente qui va lui aussi apporter une nouvelle touche avec un art tridentin qui est l'antichambre de l'art baroque et qui va naturellement porter en faux certaines valeurs que la Renaissance humaniste avait mise en valeur, au contraire. Donc c'est comme ça un effet de balancier, et le fait que ça se passe à Rome, c'est pas neutre. Que la dernière Renaissance ait lieu à Rome, c'est justement pas neutre parce que c'est de là que va repartir l'art tridentin, bien sûr, puisque c'est l'art du concile. Alors Naples, c'est une ville qui est
on va le très très clairement, déroutante. On ne débarque pas à Naples simplement comme ça, comme on peut arriver à Rome. À Rome, on arrive, on se promène dans les petites ruelles, il y a des petites places, ça sent bon le café, on s'arrête à une terrasse de café, on regarde les gens, enfin bon, voilà, on la prend avec le cœur directement. Naples, c'est pas ça. Naples, c'est un peu comme un tableau de maître. C'est une œuvre d'art, mais qui aurait dessus ce vernis jauni, craquelé par-dessus. Et ce vernis jauni et craquelé, eh bien, il faut avoir le courage de l'enlever. Et il faut prendre le temps à Naples de prendre le temps. On découvre d'abord la beauté des œuvres, la beauté des églises, le baroque, la musique, toute l'histoire de Naples qui est d'une richesse exceptionnelle. Et une fois qu'on a découvert ça, après, on comprend mieux ce qui se passe par-dessus. On comprend mieux d'abord l'esprit des Napolitains, leur générosité, leur besoin de parler fort, de crier, de s'apostropher. On le comprend parce qu'on a vu ce qu'il y avait en dessous. Florence, c'est une ville-musée, c'est une ville qui se visite. Rome, c'est une ville qui se visite avec le cœur d'abord, qui se vit. Et bien Naples, c'est un peu les deux. C'est un musée parce que c'est magnifique, il y a plein de choses. Et alors, justement, ce que moi j'apprécie beaucoup, parce que c'est un petit peu le côté étonnant de Naples, c'est qu'il y a comme ça des bulles de tranquillité que sont les cloîtres. Il y a énormément de cloîtres, puisqu'il y avait énormément de communautés religieuses. Il y en a toujours d'ailleurs, hein, beaucoup. Alors je pense à Saint-Grégoire des Arméniens, par exemple. Et ce cloître, il est absolument, enfin moi c'est celui que je préfère, il est absolument fantastique. D'abord, il est planté d'agrumes, il est beaucoup moins connu que le cloître de Sainte-Claire, qui lui est un cloître qu'on voit partout sur toutes les cartes postales. Le cloître des Arméniens est beaucoup plus modeste. Il sent l'agrume quand on rentre, on entend les oiseaux, hein, vrai, on est en plein cœur de Naples, ça crie, ça dans tous les sens. Dans ce cloître, vous entendez les oiseaux. Et il y a toute cette histoire autour de ce cloître avec ses agrumiers, puisque les religieuses faisaient des confits d'agrumes de manière à pouvoir avoir des ressources supplémentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cloître, vous avez des petites salles qui s'ouvrent directement, qui sont des cuisines, parce que c'était là que les religieuses faisaient confire leurs agrumes, leurs oranges, leurs citrons, puis qu'elles vendaient après. Et il y a une autre petite salle magnifique qui, elle, est un petit salon baroque 18e, avec des moulures au plafond, avec des stucs, avec des couleurs, avec une chaise derrière un bureau, un véritable trône d'ailleurs, qui correspondait à la salle de réception, si je puis dire, enfin l'accueil de la mère prieure. Parce que dans ce cloître, dans ce monastère, on recevait des enfants, les enfants abandonnés qu'on déposait dans les tours à l'entrée, un peu comme des tourniquets dans les grands magasins, des très jolis. Alors là, c'est en métal travaillé. On mettait le nourrisson dans la tour, on faisait pivoter la tour et l'enfant se retrouvait à l'intérieur du couvent. Et là, vous aviez une sœur tourière qui récupérait le nourrisson et l'enfant abandonné était élevé par la communauté. Il faut bien se dire qu'il y avait beaucoup de cas, il y avait le choléra au 19e, qui a quand même fait que ces religieuses ont recueilli beaucoup d'orphelins. Il y a eu au 16e et au 17e siècle, il y a eu des pestes. Tout cela, naturellement, sont des éléments qui montrent l'importance de cette œuvre caritative. Et ce petit salon donc était extrêmement coquet, d'abord parce que la mère prieure était issue d'une famille de l'aristocratie, donc elle ne voulait pas déroger à son niveau social. Et en plus, ça lui permettait de recevoir des couples en mal d'enfants, parce que forcément, elles étaient aussi là pour faire adopter les enfants. Merci beaucoup Virginie pour tous ces éléments absolument passionnants. Nous terminerons par la question qui va devenir désormais traditionnelle, mais que lisez-vous en ce moment ? Alors en ce moment, effectivement, je lis Stendhal, mais quand on dit qu'on lit Stendhal, c'est un peu présomptueux parce que je ne vais pas le lire comme un roman, hein, Stendhal. C'est un peu comme une petite bouchée de chocolat avec le café, c'est des lettres. C'est des petits articles, c'est des approches du théâtre, par exemple à Naples, San Carlo, ce qu'il a pu aller voir, c'est son avis sur Rossini. Enfin, c'est des petites choses. Forcément, avec Stendhal, on est dans l'époque, en fait. Hein, on n'a pas le recul, hein, bien évidemment. On est dans ce 19e siècle du Grand Tour, sachant que, justement, les Français n'ont pas été aussi curieux que les Anglais. Et Stendhal a fait partie de ceux qui ont apporté cette sorte de curiosité un peu mondaine, un peu culturelle,
du fameux grand tour que le 19e a beaucoup développé. Et donc je lis ça un petit peu au coup par coup, des petites choses par-ci. Là je relisais pas plus tard que ce matin, en mars, je crois que c'est en 1819, le volcan, le Vésuve, a craché. Et Stendhal raconte que de sa fenêtre, eh bien, pendant 3/4 d'heure, il a vu la lave qui bouillonnait et qui descendait le long des flancs du volcan, que c'était un paysage absolument magnifique. Et on se dit, ben, finalement, on peut aussi comprendre cet esprit des Napolitains assez fataliste, parce que c'est permanent, quoi. C'est quelque chose qu'on a oublié. Mais il n'y a pas eu que Pompéi, il y a eu tous ces réveils du volcan. Et puis voilà, comme ça, au gré d'une page, on découvre des choses qu'on a oubliées finalement, qui ne sont pas si loin que nous, hein, au 19e siècle.